Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va voir quels sont les vrais actifs qui restent lors d'une crise. Car il y a beaucoup de personnes qui se disent mais quels vont être réellement les actifs qui vont me rester dans la poche une fois que tout le monde se sera fait rincer par l'État et par la crise. Donc on va voir cela en détail. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo, et également des ouvrages pour comprendre davantage comment protéger son patrimoine, mais j'en parlerai en toute fin de vidéo. Alors on va attaquer le sujet dès maintenant. Alors en fait, quels sont les vrais actifs qui restent après une crise? Tout simplement, je vais vous faire trois colonnes. Donc une colonne où je vais donner mon point de vue sur ce que je déconseillerais de posséder, une sur qu'est-ce que je conseillerais d'obtenir pour protéger son patrimoine, et une troisième colonne que je considère un peu comme de la géodiversification de son patrimoine. Donc on va voir cela en détail, mais n'oubliez pas une chose, pour moi, c'est que le plus important, c'est ne pas savoir où vous devez être, c'est de savoir où vous ne devez pas être. Donc c'est vraiment important de savoir où vous ne devez pas être pour savoir où est-ce que vous allez pouvoir commencer à protéger votre patrimoine. Alors, on va commencer par ce que je déconseille. Alors, la première chose, et qui me paraît assez logique, c'est de savoir les banques insolvables. Car beaucoup de gens, en fait, sont dans des banques, mais ils ne savent pas si leur banque, elle est solvable ou non. Déjà, ça, c'est une chose pour moi qui me paraît basique, mais pourtant, beaucoup de gens sont dans des banques qui ne savent même pas, sont sur le point de faire faillite, et si demain, ils veulent retirer leur argent des banques, ils sont incapables de retirer même une somme basique comme 500 euros. Donc en fait, ce qui est vraiment important, c'est de se renseigner, par exemple, rien que de connaître le CDS, donc ce qu'on appelle le Credit Default Swap, c'est-à-dire une assurance contre l'impayé, c'est-à-dire que les banques sont plus endettées par rapport à leurs capitaux, et du coup, ce qu'elles font pour continuer à pouvoir emprunter au-dessus de leurs capitaux, c'est qu'elles font appel à des CDS, donc des Credit Default Swap, qui vont leur permettre, en fait, c'est une assurance contre l'impayé, c'est-à-dire que plus l'assurance va être élevée, plus la banque, en fait, elle est insolvable. Et donc, c'est important de connaître ce taux de CDS, comme ça vous permettra de comprendre davantage si la banque, elle est plus ou moins solvable. Également, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez aller vérifier le bilan de ces banques sur les 2 dernières années. Comme ça, vous verrez comment elle gère l'argent de ses clients et ses propres capitaux, et également son risque au niveau du leverage. Également, ce que je déconseillerais, c'est d'avoir de l'euro, tout simplement, parce que vous voyez que l'euro, c'est une monnaie dette. On endette de plus en plus les États. Beaucoup d'États risquent de faire faillite. Certains États même voudront peut-être même quitter l'Union européenne. En fait, on est dans un cercle, j'en ai déjà parlé avec différentes monnaies dans l'histoire, que ce soit avec les assignats, les mandats, le marque-papier, etc. En fait, on va connaître petit à petit une hyperinflation, et donc en fait, ceux qui n'auront pas quitté cette monnaie, malheureusement, ils payeront les pots cassés, tandis que ceux qui seront dans d'autres devises monétaires, en fait, ils pourront racheter à bas coût des actifs dans ces pays de la zone euro. Ce que je déconseillerais également, c'est une assurance vie. Alors l'assurance vie, c'est très bien quand on souhaite mettre une partie de son patrimoine en sécurité et surtout le faire fructifier. Seulement, à l'heure d'aujourd'hui, il faut savoir que la France, par exemple, est un pays qui est très endetté, et que l'assurance vie, c'est une obligation, c'est-à-dire que ça fonctionne avec de la dette d'État. Donc moi, je dis seulement aux gens, si vous pensez que l'assurance vie, que la France ne fera jamais faillite, ayez une assurance vie. Si vous pensez tout comme moi que la France peut faire potentiellement faillite, ne possédez pas d'assurance vie. L'immobilier de défiscalisation, alors ça peut être intéressant sur le papier, on se dit bon je vais acheter de l'immobilier moins cher, etc. La seule chose, c'est qu'en fait on fait de l'immobilier de défiscalisation tout simplement pour trouver des pigeons, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des gens qui veulent acheter de l'immobilier dans des zones où il y a très peu de rendement, où il y a très peu de location, etc. Donc ça, je le déconseille énormément. Également, livret A et PEL. Pourquoi? Tout simplement, ils vous disent oui, ça vous rapporte du 3%, du 4%. Oui, mais sauf que quand on a une inflation à 12-13%,
en fait, on se fait baiser de 8%. Voilà, disons les termes clairement, en fait, ils disent oui, on gagne 4%. Ouais, mais quand on compare avec le taux de l'inflation, en fait, on perd 8% au lieu d'en perdre 12. Donc on est toujours perdant. Donc ça ne sert strictement à rien d'avoir sur un livret A ou quoi que ce soit, vous êtes perdant dans tous les cas. Et également, une dernière chose, c'est l'or papier, l'argent papier, les trackers or, tout ça. En fait, il faut savoir que toutes ces choses que vous faites par le biais de contrats, ce n'est que du papier, ce n'est qu'une promesse. Le jour où il y a une crise, vous avez qu'un bout de papier dans la main, vous n'avez pas d'or physique, vous n'avez pas d'argent physique. Donc tout cela, je le bannis fortement. Alors à présent, on va parler des choses que je conseille et qui est pour certaines personnes logique. Alors, de l'or et de l'argent métal physique. Alors ça, que ce soit des pièces, des lingots, peu importe, je ferai une vidéo si vous êtes intéressé spécialement à ce sujet. Également, ce que je pourrais recommander, c'est des devises étrangères. Voilà, il faut savoir que moi, je détiens autre que de l'euro, d'autres devises étrangères. Alors moi, particulièrement, je détiens de la livre sterling. Certes, ce n'est pas la meilleure monnaie, mais c'est un peu mieux que de l'euro. Également, je détiens un peu de la couronne norvégienne. Pourquoi? Parce que la couronne norvégienne, en fait, leur monnaie repose sur leur stock de pétrole. Et également, je détiens du dollar de Singapour, qui fait une assez bonne performance ces 10 dernières années par rapport au dollar. Donc voilà certaines devises que je possède personnellement. Également, ouvrir des comptes offshore. Alors moi, ça me paraît basique, moi je détiens des comptes bancaires dans différents pays, mais pourtant il est vraiment essentiel à l'heure d'aujourd'hui, surtout avec ce qui est en train d'arriver au sein du système économique international, de posséder différents comptes bancaires pour ne pas dépendre d'une seule banque, d'un seul État, et également de posséder différentes devises monétaires. Également de l'immobilier. Alors certes, on entend beaucoup de choses, oui c'est la fin de l'immobilier, l'État nous taxe de plus en plus, voilà, on a énormément de choses, oui certes, mais une chose est sûre, c'est que demain ça peut être la plus grande crise, ça peut être le plus grand crack historique dans la finance. L'immobilier sera toujours là, vous pourrez toujours vous loger, vous avez toujours un toit sur la tête, donc certes, peut-être que vous aurez un moment compliqué avec l'immobilier, que ce soit pour le louer ou quoi que ce soit, mais ce bien immobilier, vous l'avez toujours. Les terrains, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que les terrains, c'est une terre, c'est-à-dire que c'est limité sur la planète, c'est quelque chose que vous pouvez toucher, tout comme l'or, tout comme l'immobilier. Donc, posséder un terrain, oui, ça peut être un moment compliqué. Vous allez vous dire, oui, j'ai acheté ce terrain et malheureusement, j'ai perdu 20% sur ce terrain. En fait, non, vous n'avez pas perdu réellement 20%, en fait. C'est la dévaluation de la monnaie, c'est le nombre de bouts de papier pour acheter le terrain qui va fluctuer. La valeur du terrain, elle est toujours la même. Et également, après, moi, ce que je recommande en surplus, c'est également avoir des objets de collection. On a pu le voir également avec, par exemple, le Liban. Le Liban, ils ont eu une grosse crise. Tous ceux qui avaient autre que des devises étrangères, ils pouvaient toujours les revendre à des étrangers et ils pouvaient s'en sortir. Donc tout simplement, après, vous devez savoir quel est le domaine de spécialité que vous voulez vous faire pour après obtenir des actifs autres par le biais des objets de collection. Il y en a par exemple, ça peut être les timbres. Moi personnellement, c'est plus les montres de luxe et également le vin. Moi je connais d'autres personnes, c'est plus les voitures de collection. Voilà, tout dépendra de l'objet que c'est. Est-ce que c'est quelque chose que vous devez stocker en nombre, par exemple dans un garage? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose pour stocker? Ou est-ce que vous pouvez tout simplement le stocker chez vous et puis le revendre si besoin? À présent, on va parler des pays pour la géodiversification. Alors attention, ce ne sont pas que des pays que je recommande, mais ce sont des pays dont je me suis renseigné auprès de différents sites internet, dont auprès de la statista.com et de la GFM, donc c'est le Global Finance. Pourquoi ces deux sites? Tout simplement, j'ai voulu faire le ratio entre les banques les plus sûres et les pays les plus sûrs. Et donc en fait, après, on va dire, une statistique que j'ai fait moi-même, j'ai pu décrocher des pays que je trouve qui sont plus ou moins intéressants pour géodiversifier son patrimoine. Alors le tout premier, oui, c'est Singapour. Pour moi, ça me paraît assez logique.
Moi, à Singapour, je détiens même un coffre-fort où je stocke une partie de mes métaux précieux, de l'or et de l'argent métal physiquement. C'est un pays, en fait, on dirait que c'est un pays où on peut blanchir de l'argent. Pas du tout, en fait, Singapour, c'est vraiment la Suisse de l'Asie. Ils demandent énormément de papiers, ils demandent énormément de transparence. Par contre, c'est beaucoup plus simple que la Suisse, parce que la Suisse, ils vont vous demander beaucoup de paperasse, alors que en Suisse, depuis en ligne, vous pouvez avoir directement un interlocuteur. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec Singapour, et franchement, je recommande. Et donc, au niveau des banques, moi, ce que je pourrais recommander, c'est soit la DBS. Alors attention, la DBS, même moi, j'ai voulu ouvrir un compte bancaire. J'ai voulu ouvrir un compte bancaire avec 70 000 et ils n'ont pas voulu. Voilà, on peut dire qu'ils peuvent ouvrir un compte bancaire à partir de personnes qui ont à peu près 200 000 euros pour mettre dans cette banque. Ensuite, on va voir la United Overseas Bank, donc, qui est une banque aussi de Singapour qui est très intéressante. Et on a la OCBC Bank. Donc, qui sont des banques très solvables. Et donc vous n'avez pas de problème, vous pouvez avoir très bien un banquier pour une conversation en Zoom, il n'y a aucun problème. Et pour la géodiversification de son patrimoine dans une banque sécurisée, ça peut valoir le détour Singapour. Deuxième pays, pour moi, ça reste quand même Hong Kong. Alors Hong Kong, il faut savoir que ça a pendant été très longtemps une place très sûre, très sécurisée. On avait notamment avec HSBC, et lorsqu'il y a eu le scandale HSBC à Hong Kong, de suite, ça a un peu freiné, mais il reste quand même encore une banque à l'heure d'aujourd'hui, c'est la Hang Seng Bank. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais par contre, pour ceux qui peuvent ouvrir un compte bancaire à Hong Kong, c'est l'une des banques les plus sécurisées actuellement sur le marché des finances. Également, on a le Canada. Alors le Canada, par contre, moi personnellement, j'y connais pas grand-chose, donc je pourrais pas vous dire qu'est-ce que j'en pense. En revanche, en faisant les statistiques, comme je vous ai dit, sur les deux sites, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a énormément de banques quand même qui sont assez solvables pour l'instant. Donc on a la Royal Bank, on a la Scotiabank, on a la Bank of Montreal, on a même Canada Imperial Bank of Commerce. On a énormément de banques qui sont quand même assez solvables. Donc pour ceux qui sont plus orientés États-Unis, Canada, allez jeter un coup d'œil pour protéger votre patrimoine. Également, on a la Suisse. Alors la Suisse, bon, malgré que c'est un peu compliqué avec certaines banques, car il y a eu des rachats, il y a eu également des fusions bancaires, donc c'est pas très sûr. En revanche, pour ceux qui veulent toujours y aller, il y a la UBS Bank, donc l'Union des banques suisses, pour moi qui reste l'une des banques les plus solvables pour l'instant en Suisse. Mais par contre, les montants seront beaucoup plus élevés que pour mettre de l'argent au Canada ou même à Singapour. Ils pourront vous demander un demi-million, voire 1 million. Donc voilà, ça c'est vraiment une banque maintenant qui trie pas mal ses clients potentiels. Également, on a l'Angleterre. Alors l'Angleterre, je le prends avec des pincettes. L'Angleterre, personnellement, moi j'y vis. Et moi, actuellement, je détiens deux comptes bancaires. Donc je détiens la HSBC UK et la Lloyds Bank. Et je peux vous dire que les usages que j'en fais sont très différents. Pourquoi? Parce que la Lloyds Bank, c'est une banque qui est quasiment en faillite en Angleterre. Donc en fait, je m'en sers uniquement pour mes dépenses quotidiennes de la vie de tous les jours. Par contre, si je veux stocker un peu de trésorerie, moi je vais plus à la HSBC UK. Voilà, c'est là où je fais mes investissements, c'est par le biais de cette banque. Vous avez également la Barclays. Alors moi, la Barclays, il y a 4 ans, quand j'ai voulu ouvrir un compte bancaire, ils m'ont refusé, voilà, parce que je venais juste d'arriver au Royaume-Uni, donc entre l'administration, tous les papiers que je devais faire, ils n'étaient pas sûrs que je sois un bon client potentiel, donc ils m'ont refusé. En revanche, si je devrais conseiller l'Angleterre, à l'heure d'aujourd'hui, pour les gens, je conseillerais HSBC ou éventuellement la Barclays. La Lloyds, vraiment, faites attention, uniquement si vous vivez en Angleterre, vous pouvez ouvrir un compte bancaire et faire vos courses avec, il n'y a pas de problème. Mais par contre, en aucun cas, j'irai poser de l'argent en économie sur un compte bancaire. Donc si vous devez aller en Angleterre pour un compte offshore, privilégiez davantage la HSBC et la Barclays. Donc, qu'on récapitule, en fait, ce tableau que je vous ai montré, en fait, n'est pas un tableau prédéfini.
en vous disant ce que vous devez faire. En fait, je vous donne seulement mon ressenti, qu'est-ce que je vous recommanderais de faire en fonction de votre patrimoine, en fonction de votre situation financière. En aucun cas, mes conseils sont des conseils professionnels issus de l'État. Mais par contre, voilà, moi, il y a des choses qui me paraissent logiques. Je pense également pour vous, ça vous paraît assez logique. Après, tout dépendra vraiment de votre situation, de où est-ce que vous vous situez, dans quel pays, quelles sont actuellement la monnaie locale que vous utilisez, etc. Donc si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour ceux qui veulent aller encore beaucoup plus loin, ben, j'ai mis des ouvrages à disposition dont on a la crise économique et dont je parle de toutes les monnaies fiduciaires, les monnaies papier, qui sont retombées à zéro dans l'histoire et dont on est en train de reproduire à nouveau ce schéma. Également, j'ai mis un livre à disposition, donc c'est un guide, Investir dans l'or, pour savoir comment investir dans l'or de A à Z en partant de zéro, donc comment acheter de l'or, comment le vendre, comment le stocker, etc. Donc on verra tout cela en détail. Et également j'ai mis le jeu financier qui est plus pour comprendre l'histoire de la dette et savoir comment les riches s'enrichissent de plus en plus alors que la plupart des gens continuent à se serrer la ceinture sans comprendre comment fonctionne le jeu monétaire dans lequel on est. Donc si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de mettre un like en dessous de cette vidéo. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.